Le porte-avions USS George H.W. Bush se trouvait à son poste opérationnel en mer d'Arabie depuis exactement 4h17 lorsque la première vague apparut sur les écrans radars. L'équipage était au poste de combat depuis le moment où le bâtiment avait pénétré dans la zone d'opération. Non pas en raison d'une menace précise, mais parce que c'est une zone de guerre et que le protocole l'exige. Et parce que chaque homme à bord comprenait qu'arriver au beau milieu d'une guerre qui durait depuis des mois signifiait que l'ennemi avait eu des mois pour se préparer à cette arrivée. L'aile aérienne n'avait encore effectué aucune sortie de combat. Les escorteurs n'avaient réalisé aucune interception réelle. Le centre d'information de combat s'entraînait depuis des semaines, mais n'avait jamais affronté en conditions réelles une arme iranienne en vol. L'Iran observait le transit du George H.W. Bush depuis 19 jours. Le bâtiment avait choisi la longue route contournant l'Afrique, et Téhéran en suivait la progression grâce aux images satellites commerciales, aux sources de renseignements en accès libre, et à chacun des signaux émis durant ces 19 jours de navigation. Les officiers de ciblage iraniens avaient étudié ces données comme un chirurgien examine une radiographie avant une opération. Ils avaient là compris une chose précise sur l'arrivée du Bush, une chose apprise au fil des mois passés à observer les combats de l'Abraham Lincoln. Les premières heures en zone d'opération sont les plus dangereuses qu'un porte-avions puisse traverser. Les systèmes sont actifs, mais pas encore intégrés à la formation locale. L'équipage est au poste de combat mais n'a pas encore trouvé ce rythme qui ne vient que de l'expérience du feu, et les soutes à munitions sont pleines. C'est ce dernier détail que l'Iran avait placé au cœur de son plan d'attaque, car des soutes pleines, cela signifie un équipage qui tirera ses intercepteurs plus tôt et plus généreusement qu'un équipage qui économise ses munitions depuis des semaines. La doctrine standard pour un équipage effectuant son premier engagement réel prévoit un minimum d'1,5 intercepteur par cible. Pas un et demi. Parce que la première fois que l'on procède à une véritable interception contre une vraie arme, on ne prend pas de risque. L'Iran le savait. L'Iran étudiait depuis des années la doctrine d'engagement des porte-avions de classe Nimitz et comprenait exactement ce que produirait la combinaison d'une soute pleine et d'un équipage sans expérience. La question était de savoir combien d'intercepteurs le Bush gaspillerait lors de son premier engagement. La réponse à cette question était déjà chargée dans un lanceur situé à 290 km au nord-est, en attente. Le premier maître Marcus Webb surveillait son écran de capteur passif à bord de l'Abraham Lincoln depuis l'instant où le Bush avait pénétré dans la zone. Sa mission était le renseignement sur les signaux électroniques, le suivi des émissions qui circulent entre les actifs militaires iraniens et les armes qu'ils guident. Il s'acquitte de cette tâche depuis assez longtemps pour que les signatures spécifiques de l'activité iranienne pré-lancement lui soient aussi familières que sa propre respiration. 4h09 après l'arrivée du Bush, soit 8 minutes avant que la première vague n'apparaisse sur les radars, Webb capta un signal de calibration pré-lancement du Khorramshahr 4 sur le relèvement 047. Ce signal chiffré caractéristique est celui que génère le missile balistique le plus lourd de l'Iran lorsque son système de guidage est programmé avant le tir. Pas une signature de lancement, une signature de préparation. Le Khorramshahr 4 n'avait pas encore tiré. Il était en train d'être mis en condition. Webb fixa le signal de calibration pendant 3 secondes. Puis, il regarda la position du Bush sur son écran tactique. Il comprit alors exactement à quoi allaient servir les 24 missiles qui allaient apparaître sur les radars. Il soumit son rapport au moment où la première vague se matérialisa. La réponse lui parvint 4 minutes plus tard. Le centre d'information de combat du Bush gérait activement la première vague et ne pouvait pas traiter d'évaluation de menaces supplémentaires pour le moment. En attente, Webb ferma le circuit et commença à construire. La première vague apparut sur les radars du Bush à 9h14. 6 contacts simultanés sur le relèvement 047. Trajectoire balistique standard. Le système Aegis du Bush élabora des solutions d'interception en 8 secondes. Des solutions nettes, une géométrie favorable, exactement comme l'équipage s'y était entraîné des milliers de fois en simulation. Le centre d'information de combat mena l'engagement avec cette intensité concentrée propre à ceux qui font pour la première fois quelque chose qu'ils ont tellement répété que cela devrait sembler anodin, et qui ne l'est pas du tout. L'équipage tira 2 intercepteurs par cible. Pas par doctrine, par instinct.
L'instinct de gens qui n'ont jamais fait ça et qui ne vont pas prendre de risques lors de leur premier engagement réel. 12 intercepteurs s'élancèrent vers 6 cibles. Les 6 furent détruites. Première vague repoussée. Soute à 28 unités. Webb nota le taux de consommation et actualisa son calcul. La deuxième vague apparut à 9h22. 6 nouveaux contacts, même relèvement. L'équipage du Bush mena l'engagement plus rapidement cette fois, avec cette accélération particulière qui vient du fait d'avoir survécu à la première vague et de savoir que la survie est possible. 9 intercepteurs utilisés, 6 cibles détruites, deuxième vague repoussée, soute à 19 unités. La troisième vague arriva à 9h31. L'équipage trouvait maintenant son rythme, ce rythme concentré et efficace de ceux qui ne font plus quelque chose pour la première fois. 8 intercepteurs, 6 destructions. Soute à 11 unités. Webb observait ce décompte depuis la cellule de renseignement de l'Abraham Lincoln, le regardant s'approcher du chiffre que l'Iran avait calculé 19 jours plus tôt lorsqu'il avait décidé ce qu'il mettrait dans ce lanceur à 290 km au nord-est. Le chiffre qui répondait à la question que les 24 missiles avaient été envoyés poser. La quatrième vague à 9h40, 6 contacts. L'équipage du Bush produisait maintenant des solutions nettes, avec l'efficacité d'une expérience réelle acquise en 26 minutes de combat soutenu. 7 intercepteurs, 6 destructions, quatrième vague repoussée, soute à 4 intercepteurs. Le George H.W. Bush était arrivé en zone d'opération 4h43 plus tôt, avec une soute pleine et un équipage qui n'avait jamais combattu. Il lui restait 4 intercepteurs. À 9h41, le Kororum-Char 4 fut lancé depuis le relèvement 047. Le radar SPX-6 le détecta, grimpant à travers 21 000 pieds, à Mach 6 et en accélération. Un seul contact, trajectoire balistique, cette signature radar que l'équipage de l'Abraham Lincoln reconnut immédiatement et que l'équipage du Bush voyait pour la première fois. Le missile balistique le plus lourd de l'Iran, ogive de 1500 kg, Mach 14, en phase terminale. Un missile qui avait neutralisé 3 intercepteurs lors d'un engagement précédent contre l'Abraham Lincoln et n'avait manqué sa cible que de 800 mètres parce que Webb avait brouillé sa liaison de données de guidage avec 90 secondes restantes. Le Bush disposait de 4 intercepteurs face à un missile qui en avait neutralisé 3 depuis une formation pleinement préparée. L'officier d'action tactique du Bush autorisa le tir des 4 simultanément. Le système de contrôle de tir élaborait des solutions contre un contact à Mach 14 en phase terminale. Des solutions que l'algorithme de manœuvre terminale du Kororum-Char 4 invaliderait 0,4 secondes avant l'arrivée de chaque intercepteur. Exactement comme il avait invalidé toutes les solutions que l'Abraham Lincoln avait générées lors de son précédent engagement. Le premier intercepteur atteignit son point d'interception et ne trouva que de l'air vide. Le Kororum-Char 4 s'était déplacé. Le deuxième explosa à 190 mètres du missile. Raté. Le troisième explosa à 140 mètres. Raté. Le quatrième. Le dernier. Toutes les munitions restantes du Bush concentrées dans une ultime solution. Il atteignit son point d'interception et le Kororum-Char 4 effectua une correction terminale de 2,1 degrés. L'intercepteur explosa à 221 mètres derrière le missile. 4 intercepteurs, 4 ratés, soute à 0. Le système d'armement rapproché s'activa contre un contact à Mach 14. Sa probabilité d'engagement est de 1,8%. Il tira quand même, parce qu'1,8% n'est pas 0 et qu'il ne restait rien d'autre. La rafale atteignit le point d'interception. Le Kororum-Char 4 effectua sa dernière correction. Les projectiles ratèrent leur cible de 31 mètres. Dans le centre d'information de combat, l'écran tactique montrait un contact descendant vers le pont d'envol du Bush, avec rien entre lui et l'impact. L'équipage qui avait mené ses 4 premiers engagements avec l'intensité concentrée de gens découvrant ce dont ils étaient capables, regardait maintenant un écran qui leur disait quelque chose pour lequel ils n'avaient pas été entraînés. Il n'y avait plus rien à faire. Le contre-amiral Thomas Carver saisit le circuit général. Tout le monde s'agrippe. Impact imminent. Webb entendit ces mots et transmit. Il construisait le leurre de guidage du Kororum-Char 4 depuis 4 heures.
et 9 minutes. Depuis que le signal de calibration était apparu pour la première fois sur son écran, 8 minutes avant le lancement de la première vague, 4 heures et 34 minutes à élaborer une solution pour un missile qui n'avait pas encore tiré pendant que 24 autres missiles volaient et étaient détruits au-dessus de lui. La même architecture de leurre qui avait fonctionné une fois auparavant. La même fréquence, les mêmes fausses données de position qu'il transmit à 9h43 sur la fréquence de guidage exacte qu'il avait triangulée à partir du signal de calibration. Des données de position fictives plaçant le George H.W. Bush à 800 mètres à gauche de sa position réelle. Le Kororum-Char 4 reçut la correction falsifiée et l'exécuta à Mach 14 avec 90 secondes restantes. Un déplacement latéral de 800 mètres est réalisable à cette vitesse. Le missile vira brusquement. Son système de guidage faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu, répondant aux données de position en temps réel, ajustant son approche terminale pour trouver la cible qui se trouvait à 800 mètres de l'endroit que les données lui indiquaient. La cible qui n'existait pas. Le Kororum-Char 4 percuta la mer d'Arabie à 800 mètres sur tribord avant du George H.W. Bush à 9h44. L'ogive de 1500 kg explosa à l'impact avec l'eau. L'explosion ne ressemblait à rien de ce que l'équipage du Bush avait jamais vu. La colonne d'eau s'éleva à plus de 120 mètres au-dessus de la surface, plus haut que l'îlot du porte-avions, visible à plus de 60 km. L'onde de pression de la détonation se propagea dans l'eau et frappa simultanément toutes les coques de la formation. Le George H.W. Bush trembla de la proue à la poupe, avec une violence suffisante pour projeter des membres d'équipage à terre dans des compartiments situés à 500 mètres du point d'impact. Tous les objets non arrimés bougèrent au même instant. Le pont d'envol fléchit. 2 compartiments perdirent leur alimentation électrique sous l'effet du choc. Rien ne toucha la coque. Dans le centre d'information de combat, personne ne parla pendant 5 secondes. Puis le contre-amiral Carver saisit le circuit reliant la cellule de renseignement de l'Abraham Lincoln. Comme le signal de calibration. Quand l'avez-vous capté ? 4 heures et 9 minutes après notre entrée en zone, mon amiral, dit Webb. 8 minutes avant le lancement de la première vague. Carver examina la chronologie de l'attaque de saturation, les 24 missiles conçus pour poser une seule question, et la réponse calculée par l'Iran. 36 intercepteurs consommés, laissant 4 unités pour le Kororum-Char 4. Il pensa au rapport qui était revenu avec la mention en attente pendant que la première vague se déroulait. Depuis combien de temps le leur était-il prêt ? Depuis 4 heures et 31 minutes après l'arrivée, mon amiral, dit Webb. Il était prêt 22 minutes avant le lancement du Kororum-Char 4. Aucun des deux ne dit quoi que ce soit pendant un long moment. Le lanceur du Kororum-Char 4 avait transmis des signaux de calibration pendant 4 heures et 34 minutes. Webb avait triangulé sa position à partir de ces signaux depuis que la première émission était apparue sur son écran. Au moment où le Kororum-Char 4 fut lancé, sa localisation était précise à 11 mètres près. Il transmit le dossier de ciblage au contre-amiral Carver à 9h44, au moment précis où l'ogive percutait l'océan. Précision à 11 mètres. 4 heures. Et 34 minutes de triangulation passive continue à partir d'un signal, sur lequel le compte-rendu lui avait ordonné de patienter. Carver autorisa la frappe à 9h45. 16 missiles de croisière furent lancés depuis les cellules de lancement verticales de l'Abraham Lincoln à 9h46. Le lanceur du Kororum-Char 4, celui qu'Iran préparait depuis 19 jours pendant que le George H.W. Bush prenait la longue route autour de l'Afrique, cessa d'exister à 10h31. Mais la riposte ne s'arrêta pas là. Les positions de lancement des 4 vagues d'attaque de saturation avaient été suivies tout au long de l'engagement par les aéronefs de surveillance de la formation. 26 minutes de collecte passive continue, chaque lanceur localisé à 20 mètres près. 12 missiles de croisière supplémentaires furent lancés simultanément à 9h47. 4 positions de lancement, 3 missiles par position. Les 4 cessèrent d'exister entre 10h29 et 10h33. L'Iran avait passé 19 jours à concevoir une attaque autour d'une intuition précise.
Un équipage effectuant son premier engagement réel gaspillera des intercepteurs. Et un intercepteur gaspillé, c'est une protection de moins entre le navire et ce qui vient ensuite. 24 missiles pour vider les soutes. Un Kororumshar, 4 pour mettre fin au George H.W. Bush avant qu'il n'ait passé 5 heures en zone d'opération. Ce plan a échoué à 800 mètres près, parce qu'un opérateur de renseignement sur les signaux, à bord d'un autre navire, avait surveillé un signal de calibration pendant 4 heures et 34 minutes, et construit un leurre de guidage pour un missile dont il savait qu'il allait venir avant même que l'attaque de saturation ne commence. La riposte américaine détruisit le lanceur du Kororumshar 4 et les 4 positions d'attaque de saturation dans la même fenêtre de 4 minutes. Tout ce que l'Iran avait préparé pendant 19 jours, anéanti avant que le Bush n'ait passé 5 heures en zone d'opération. Et la leçon que l'Iran retint de la mer d'Arabie ce matin-là fut précisément celle qu'il voulait le moins apprendre. Que l'opérateur le plus dangereux de la formation n'était pas sur le navire que l'Iran avait passé 19 jours à préparer à détruire. Il était sur le navire d'à côté, surveillant un signal de calibration, construisant une solution pour un missile qui n'avait pas encore tiré.